Bonjour à tous, je vois que la salle de notre webinaire se remplit à un bon rythme. Nous sommes à peu près 200 participants. Je vous propose donc de démarrer ce webinaire. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Guillaume Exbraya, je suis le président du réseau de diagnostic immobilier Diagamter. Diagamter, vous le savez très certainement, c'est un réseau de diagnostiqueurs en franchise. Nous avons 180 agences déployées sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'il y a généralement une agence Diagamter pas très loin de chez vous. En quelques mots, le réseau Diagamter, c'est un réseau qui fait des diagnostics pour à peu près 100 000 clients par an. Beaucoup de ces clients sont des clients d'ailleurs dans les diagnostics vente et location. Et tous les jours, c'est à peu près 250 techniciens qui, sur le terrain, œuvrent et réalisent des diagnostics pour vous, les professionnels de l'immobilier, pour vous, les particuliers. Et nous sommes ici à Toulouse, dans la tête de réseau, je serai assisté pour ce webinaire de Aurélie Bureau, qui est notre ingénieure de la direction technique, mais elle se présentera dans quelques secondes, et de Mehdi, notre community manager, qui nous aide à communiquer avec vous sur les réseaux sociaux. Alors, dans une semaine, exactement, jeudi prochain, nous serons le 1er juillet et entrera en vigueur le fameux DPE 2021. Et donc, je tiens à vous le dire, c'est une période d'intense activité de préparation pour les diagnostiqueurs. Nous serons prêts. Et donc, on a voulu faire à une semaine donc, de l'entrée en vigueur de cette réforme importante, un webinaire un peu sur le format de ce que nous avions fait, je crois, le 24 avril, mais avec une date vraiment qui est très proche, donc ce qui probablement va vous intéresser, puisque vous savez que désormais, dans une semaine, vous allez devoir subir et vivre avec cette nouvelle réglementation. Alors, je vais partager mon écran immédiatement. Ici, voilà, je pense que ça va marcher. Voilà. Et je voudrais commencer mon propos par partager le sens de cette réforme. La réforme du DPE, il y a deux façons de la voir. On peut la voir comme une réforme de règles administratives, de règles techniques. Et si on le voit que de cette façon-là, elle paraît souvent contraignante, elle peut paraître stressante pour les propriétaires. Il faut vraiment qu'on partage le sens de cette réforme parce que, comme elle est, par certains aspects, elle crée des changements assez forts. Si on ne partage pas le sens, il y a un phénomène de rejet. Donc, si on comprend le sens, l'acceptabilité, qui n'est pas évidente et je pense, grandement facilitée. Donc, le but du DPE 2021, alors il a toujours été, mais celui-ci plus que d'autres, c'est d'être contributif à la lutte contre le réchauffement climatique. Et ça va être mon propos introductif. Le climat, je dis régulièrement quand je suis amené à faire des conférences, c'est le climat, c'est le Covid-19 puissance 10. Le Covid-19, vous le savez, on est en voie d'être vacciné. Alors, 50 millions de Français sont vaccinés. Il y en a 30 millions qui ont deux doses. On sait que d'ici la fin de l'année, on aura à peu près maîtrisé, on l'espère, cette épidémie. Et le Covid-19 a été un choc mondial qui aura demandé finalement 2 années d'efforts, d'investissement, mais en 2 années, on lui aura tordu le cou. Le climat, c'est un sujet qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus compliqué à traiter, parce que dans ses conséquences, il est plus dramatique que ce que nous avons vécu, parce que le climat créera des désordres sur la biodiversité, sur les modes de vie, sur l'économie, dans nos vies. Et pour le régler, il faudra des décennies, puisque sachez qu'aujourd'hui, quoi que nous fassions, ce qui est engagé aujourd'hui dessine notre climat jusqu'en 2040-2045. Ça veut dire que quoi qu'on puisse faire demain, les données physiques du climat pour les 15 prochaines années, elles existent et on ne les changera pas. Donc, on est en train de travailler là pour des modifications du climat qui produiront leur effet à 2045 et 2050. Donc, vous voyez qu'on est sur un sujet qui est fort et si tout le monde ne se sent pas concerné, on n'y arrivera pas. Alors, je voudrais démarrer par cette vidéo qui vous montre les anomalies climatiques de 1880 à 2017. Chaque petit point est un pays. Les points bleus, vous l'aurez compris, sont des points d'anomalies froides et les points orange et rouge sont des anomalies chaudes. Regardez le compteur en haut. On est en 1960, on est sur la fin du XXe siècle et vous allez voir que ça s'accélère et ça prend des proportions très très fortes dans la vitesse et dans le nombre des anomalies.
Regardez bien. C'est vraiment très spectaculaire. Voilà, ce qu'on vous montre avec ça, alors ça s'arrête en 2017, c'est qu'on est sur un phénomène depuis 20 à 30 ans d'accélération des anomalies chaudes sur le climat. Vous l'entendez tous les jours, mais là, on le voit de manière très concrète. Deuxième point que je veux partager avec vous, c'est ce qu'on appelle l'ère de l'Anthropocène. Regardez, ça dure 1 minute. Notre planète est vaste. Il est difficile d'en concevoir l'ampleur, de même que l'étendue des changements que nous avons provoqués dans l'espace d'une vie. Les preuves s'accumulent indiquant que nous sommes entrés dans une époque nouvelle, l'Anthropocène. L'empreinte carbone de l'humanité est énorme. Les sociétés devront s'adapter au changement climatique. L'ampleur du changement dépend des décisions prises aujourd'hui. Pouvons-nous demeurer sous le seuil de 2 degrés? C'est possible. Mais il nous appartient de décider maintenant quel avenir nous voulons. Pour une chance probable de rester sous la cible de 2 degrés, les sociétés ne devraient pas émettre plus de 250 milliards de tonnes de carbone. Collectivement, nous en émettons 10 milliards chaque année. Au rythme actuel, nous aurons épuisé notre budget carbone d'ici environ 25 ans. Alors oui, ce qu'on vient de voir, c'est quoi? C'est qu'on est entré dans un monde dans lequel on dit que l'ère géologique dans laquelle on est, elle est dessinée par l'homme, et la quantité de gaz à effet de serre que l'on rejette modifie complètement le climat. Et l'administration américaine qui gère les océans et l'atmosphère a fait un petit film qui est très intéressant, qui vous montre l'évolution du CO2, donc des fameux gaz à effet de serre, sur 800 000 ans. Regardez, c'est très spectaculaire et ça permet de comprendre pourquoi on a un problème sur le climat lié aux gaz à effet de serre. Vous voyez ici à l'écran, chaque point est un point de mesure du CO2 sur l'ensemble du globe. Et vous voyez ici que le CO2 varie chaque mois, donc chaque aller-retour c'est 1 an. Vous voyez que de 1980 à 2019 ou à 2020, et on a eu que des hausses régulières et constantes du CO2. Vous allez voir, quand on va remonter sur les périodes avant 1980, voilà, on voit qu'on était déjà dans une accélération. Et regardez bien, c'est très spectaculaire. On voit que ça a démarré en 1850, le début de l'ère industrielle. Regardez le pic que nous avons là. Et on voit que c'est un phénomène lié à l'homme et lié à l'ère industrielle, puisque les périodes longues, on va sur 100 000 ans, eh bien, tout ça n'existait pas. Et je vous montre ce schéma parce qu'à un moment donné, les climato-sceptiques ont émis l'hypothèse que nous avions un réchauffement qui était lié à des phénomènes d'éruption solaire, des phénomènes qui étaient naturels. Aujourd'hui, les dernières enquêtes et les études menées par le GIEC démontrent qu'à 99,9%, c'est bien l'activité humaine qui explique la hausse du climat. Donc, il reste 0,1% de chance pour que ce soit un phénomène naturel. Vous avez compris que il faut regarder les choses de manière lucide. C'est bien l'activité humaine qui crée les désordres qu'on a sur le climat. Et c'est les gaz à effet de serre, c'est le CO2 qui est à l'origine du plus grand facteur de hausse. Alors, le scénario dans lequel on est projeté depuis 2015, c'est de contraindre cette hausse des températures entre 1,5 et à 2 degrés d'ici la fin du siècle. C'est ce que vous avez sur ce schéma. Là, c'est la trajectoire, c'est ce qu'on vit année après année. Vous voyez, on était sur un point qui était à plus 0,25 en 1960. On est à 2020, alors on est à plus 1. Alors, exactement en 2020, on est à plus 1,2 degrés. Et si on ne fait rien, on va monter jusqu'à créer des niveaux de température qui seront très, très compliqués. Et donc, tout le travail qu'on dessine avec la COP21, tout le travail qu'on dessine avec des mesures comme le DPE, j'en dirai quelques mots, c'est de venir infléchir ça pour osciller entre les deux scénarios qui sont entre 1,5 et 2 degrés. Vous le voyez aujourd'hui, on le voit nous dans les phénomènes que l'on vit le plus souvent. C'est quoi qu'on a en France? On a des phénomènes de canicule et des phénomènes climatiques extrêmes. Cette semaine, il y a eu des dégâts très importants causés à Beauvais. Mais regardez des choses qui sont vraiment spectaculaires. La mer de Kara, qui est ici,
qui est au nord de la Russie. C'est une mer qui est prise par les glaces quasiment toute l'année. Et normalement, à partir de mi-juillet, elles fondent jusqu'à mi-septembre, où elle est reprise par les glaces. Et elles fondaient, regardez bien, dans les années 1979-1980, elles commençaient sa fonte à partir de mi-juillet. Et puis, année après année, regardez l'échelle des temps ici, année à année, la période où elles passent à l'état liquide sur la période estivale s'est faite de plus en plus tôt. En 2020, c'était à mi-mai. Donc, vous voyez que ce qu'on voit ici, c'est une accélération très brutale qui provoque la fonte des glaces au pôle. Et je voudrais partager avec vous ce point qui est très spectaculaire. C'est que dans un scénario qui est celui qu'on essaie de viser, on n'est pas sûr d'y parvenir, où on aura une hausse des températures de 1,5 degrés à la fin du siècle, la glace au pôle Nord fondra, deviendra liquide, il n'y aura plus de banquise en été une fois par siècle. Donc, tous les 100 ans, au pôle Nord, là, il n'y aura plus de banquise, on aura une mer. Si on est sur un scénario à plus de degrés, donc 0,5, ça paraît rien. Ça sera plus une fois par siècle, ça sera une fois tous les 10 ans. C'est vous dire que l'enjeu des 0,5 degrés et l'enjeu de gagner 0,5, 0,2, c'est très important. Ça créera des variations très importantes sur l'ensemble du climat. La hausse des températures, et non pas la fonte des glaces, mais l'augmentation des températures fait que le niveau des océans monte. Un des problèmes importants que l'on a à vivre, donc j'imagine que parmi nous, il y a des gens qui vivent près des côtes. L'eau, quand la température monte, l'eau se dilate, et donc le niveau des océans monte. Normalement, depuis des millénaires, l'eau des océans augmente à peu près de 1 mm, 1,2 mm par an. Actuellement, on est à plus 3. Et les projections à plus 1,5 degré font qu'on aura une hausse du niveau des océans d'à peu près 30 cm sur les 100 prochaines années et quasiment un demi-mètre sur un siècle. Si la glace au niveau des pôles, du pôle Nord et du pôle Sud commence à fondre de manière plus forte, on peut avoir sur 150 à 200 ans des hausses des océans qui peuvent atteindre 5, 10, jusqu'à 60 mètres si toutes les glaces fondaient. Si on est même sur un scénario qui est à un demi-mètre, c'est celui que vous avez ici, cette carte vous dessine l'impact sur les populations du monde, parce qu'il dit bien que sur les côtes, eh bien, la mer va avancer sur les terres, et si on ne fait rien, il y a des scénarios extrêmes qui disent par exemple qu'en France, l'océan pourrait arriver jusqu'à Poitiers. Donc, il faut vraiment agir. C'est pour ça que je tiens à vous présenter ça, parce que les sujets du DPE sont des sujets qui ne sont pas que d'immobilier, c'est un sujet de société. Météo France nous dit en février 2021, c'est pas de la science-fiction. Il nous dit quoi? Il nous dit que ce qui est engagé aujourd'hui font que le scénario de Paris dans lequel on est engagé pour essayer de le faire, ce qui n'est pas sûr, mais il pourrait nous amener avec 1,5 à 2 degrés à avoir des hausses de température qui pourraient atteindre 6 degrés sur des périodes courtes en 2100. On va avoir de toute façon, d'ici les 20-30 prochaines années, des périodes de chaleur qui seront de 10 à 15 jours plus longues que celles que nous vivons aujourd'hui. Au mois de juin, on a déjà une période de chaleur très forte, et on aura régulièrement des températures de l'ordre de 50 degrés qui peuvent arriver sur Paris, qui arriveront sur l'Occitanie un peu partout. Ce que vous voyez ici, c'est pas la science-fiction, c'est très probablement ce qu'on vivra en 2050. Vous voyez ce que je vous disais, c'est si on stabilisait les émissions dès aujourd'hui, le climat deviendra beaucoup plus chaud. Donc là, on est en train d'agir pour finalement la génération d'après, pour nos enfants, pour ce qu'on va pouvoir réussir à préserver au-delà de 2035-2040. Alors, les objectifs de la COP21, pour que vous ayez bien ça en tête, parce que l'effort est vraiment immense, vous avez ici la courbe qu'on a dessinée avec un jeu ici qui pour faire un peu de pédagogie. Vous avez ici en rouge, ça c'est la trajectoire naturelle que l'on a, c'est les pays qui émettent du CO2, c'est ce que vous avez ici. En orange, ça c'est les objectifs qu'on s'est fixés avec la COP21. Vous voyez qu'ils sont pas très élevés. On essaie avec la COP21 d'être un peu plus bas. C'est ce que vous avez ici, c'est la courbe bleue sur ce graphique qui vient du GIEC. Et regardez bien, il faut faire cette chute vertigineuse de nos émissions pour contenir la hausse du climat entre 1,5 et 2 degrés. Comprenez bien qu'étant sur cette trajectoire-là, que je montre avec le pointeur, si on fait rien, on n'arrivera jamais ici. Et plus on va attendre pour prendre des mesures, plus l'effort sera violent,
ou plus on sera incapable d'atteindre ça. Ce que ce petit objet en Lego représente, c'est l'effort qu'il faut qu'on fasse impérativement sur les gaz à effet de serre. Et vous comprendrez du coup pourquoi Aurélie vous expliquera que le DPE 2021 va intégrer les émissions de gaz et les mettre en valeur de manière beaucoup plus forte qu'il ne l'était jusqu'à présent. L'enjeu du DPE 2021, c'est bien d'être un déclencheur des rénovations énergétiques. Pourquoi ça? Pour des raisons très simples, c'est que le bâtiment, c'est 45% de la consommation d'énergie en France. Là-dedans, vous avez le tertiaire, le professionnel. Je ne parle pas de l'industrie, je parle du tertiaire. Et il y a le résidentiel. Le résidentiel, le logement, c'est 27-28% de la consommation d'énergie en France. C'est considérable. Le bâtiment, c'est 20% des rejets de gaz à effet de serre. Donc, on n'atteindra pas les objectifs que j'ai présentés précédemment sans s'attaquer aux problématiques et aux économies dans le monde du bâtiment. L'industrie fait son travail, les transports font le leur. Notre sujet à nous, professionnels du bâtiment, c'est de travailler sur la rénovation énergétique du parc. Écoutez les propos de Jean-Marc Torolion, le président de la FNIM qu'on ne présente plus, qui nous faisait un témoignage sur la réforme du DPE lors des assises du diagnostic en janvier. Nous sommes à un moment pivot, parce que cette profession des diagnostiqueurs, et notamment dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, dans le cadre de ce qui est prévu en termes d'évolution sur la rénovation énergétique, va détenir au fond le pouvoir de classer les logements en France, et de ce classement dépendra la possibilité de faire ou de ne pas faire, dépendra la possibilité d'avoir des types d'aides différents, dépendra une prise en compte d'une certaine valeur que je qualifie moi de valeur verte. Alors, on voit bien que demain, le diagnostiqueur va détenir entre ses mains peut-être aussi l'avenir de certains biens, ce qui suppose une cohérence, une éthique, un professionnalisme. Et ce qui se pose, à contrario, pour tous les donneurs d'ordre que nous sommes, la reconnaissance de ce professionnalisme, la même éthique et le même respect des valeurs professionnelles, parce que c'est cette communauté de confiance que nous devons créer autour de vos métiers par rapport aux consommateurs. Elle est indispensable au moment où nous allons entreprendre un travail formidable, utile, social, d'amélioration de la performance énergétique de nos biens. J'ai tout à fait confiance dans cette profession qui, soyons-en sûrs, sera le pivot de la rénovation énergétique de ce pays. Merci. Merci, Président Torolion. Vous le savez très certainement, Diagamter est membre de la Chambre des diagnostiqueurs de la FNIM et nous avons organisé donc avec Thierry Marchand, le président de notre chambre professionnelle de la FNIM, les assises du diagnostic au mois de janvier et nous avons obtenu, ce qui est une première et très intéressant, une prise de parole de Madame Emmanuelle Vargon, ministre du Logement, qui nous parlait justement de la réforme du DPE. Écoutons Madame la ministre. Cher Jean-Marc Torolion, cher Thierry Marchand, je suis très heureuse de pouvoir être là avec vous pour faire l'introduction des premières assises nationales du diagnostic immobilier qui montrent bien l'importance progressivement prise par ce sujet à l'intérieur de la grande famille des métiers de l'immobilier. Les diagnostiqueurs sont une filière à part entière, un partenaire important des Français pour les questions d'efficacité énergétique et d'environnement et aussi pour les questions de santé. 2021 sera une année importante en matière de diagnostic immobilier, notamment parce que nous verrons arriver enfin le diagnostic de performance énergétique opposable au 1er juillet 2021. C'est un moment important qui est attendu par les particuliers, par les ménages et par les professionnels, car ce diagnostic prend une part de plus en plus grande dans nos politiques publiques en matière de logement et d'immobilier. Ce diagnostic va fonder des catégories juridiques, va fonder un jour l'interdiction à la location des passoires thermiques, va fonder les modalités du décret d'essence, et il est donc essentiel que nous passions cette transition ensemble dans les meilleures conditions. Les notaires le disent,
le remarquent dans leurs études récentes, la valeur verte des biens est de plus en plus prise en compte. Le diagnostic lui-même, aujourd'hui, fait une différence selon l'étiquette sur la valeur de transaction et sur la valeur d'usage des ménages. Nous avons besoin de vous pour passer cette étape, nous avons besoin de vous pour accompagner cette opposabilité, nous avons besoin de vous pour que ces diagnostics se fassent dans de bonnes conditions. 2021 sera une année importante. Vous pouvez compter sur mon engagement, je sais que je peux compter sur le vôtre. Merci Madame la Ministre. Je voudrais juste, avant qu'on rentre dans les sujets plus techniques, vous dire que l'objectif de la France, il est très simple au niveau du parc. Vous avez sur ce schéma la distribution du parc de logements en France, selon une étude que j'ai réalisée avec 70 000 DPE faits au sein de notre réseau en méthode dite 3CL. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'à l'instant où on se parle, seulement 3% du parc des logements en France est classé A ou B. Le reste se distribuant sur EFG, vous voyez, avec une partie importante des biens qui sont classés D. Donc aujourd'hui, 3% sont classés A ou B. Et regardez bien, l'objectif que l'on a, il est très simple, c'est que pour être en 2050 au rendez-vous que l'on s'est fixé, il faudra que chaque citoyen du monde ne rejette que 1500 kg de CO2 par an pour ses transports, son chauffage, pour son alimentation. Et ça veut dire que dans le monde du logement, que sur nos 36 millions de logements, 100% du parc doit être A ou B en énergie en 2050. Donc, vous avez vu le graphique, on part de 3% aujourd'hui des logements qui sont A ou B. Il faudrait être à 100% en 2050. Alors, vous voyez bien qu'on part de très loin, et vous allez comprendre pourquoi. Cette réforme du DPE amène de l'intensité, amène parfois du stress en disant aux gens, les étiquettes les plus basses, il va falloir les monter. Le message que je vous passe au-delà des passoires, c'est que tous les logements, les biens qui sont classés C, D, E, je dis bien C, D, E, dans les 15-20 prochaines années, vont devoir également envisager et entreprendre des travaux pour ramener leur consommation d'énergie en A ou B. Ça veut dire que probablement, j'imagine, je fais l'hypothèse qu'on aura à un moment donné de la fiscalité verte qui interviendra pour inciter, obliger les gens à le faire. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. J'espère pouvoir avoir pu partager avec vous le sens de cette réforme. Et je vais laisser Aurélie, je vous demanderai Aurélie de vous présenter en quelques mots, vous expliquer maintenant en quoi, quels sont les points juridiques et techniques qui vont dessiner ce DPE dans maintenant une semaine. Merci à vous, Aurélie, c'est à vous. Merci Guillaume. Bonjour à tous, donc je suis Aurélie Bureau, la référente technique et qualité du réseau Diagamter, mais aussi la conseillère technique auprès du président de la CDI FNAIM, auprès de la CDI FNAIM, monsieur Thierry Marchand. J'ai participé aux réunions avec l'ADHUP justement sur l'évolution technique de ce nouveau DPE. Voilà, donc je vais vous présenter dans la prochaine diapositive les évolutions techniques qui vont avoir lieu dès la semaine prochaine. Donc, je partage. Voilà. Donc, ce DPE 2021, si on peut parler d'évolution, on peut parler d'évolution en 10 points. Avant de commencer, je voulais vous présenter très rapidement le kilowattheure qui est l'unité usuelle de l'énergie. Qu'on parle d'électricité, de gaz, de fuel, ou qu'on parle de chauffage, d'eau chaude sanitaire, ou quoi que ce soit, on parle toujours en kilowattheure. Donc, je vous l'introduis ici rapidement parce qu'on va en parler tout au long de la présentation. Premier point, déjà, de cette réforme, de cette nouvelle réforme sur le DPE, on parle d'une seule méthode pour tous les logements, à savoir, important, le nouveau DPE 2021 qui rentre en ligne de compte au 1er juillet 2021 ne concerne strictement que les logements en France métropolitaine. Donc, si on parle de biens à usage autre que d'habitation, par exemple, on reste sur les mêmes diagnostics. On reste sur les mêmes rapports, sur les mêmes diagnostics, sur la même méthode de réalisation. Pareil, si on parle de DPE réalisés dans les DOM-TOM, on est sur une même méthode. Le DPE, donc,
pour les logements évolue. Il évolue comment? Il évolue parce qu'on va avoir une seule méthode pour tous les logements. Exit les méthodes facture. Exit surtout les DPE vierges. On ne veut plus en voir. On veut avoir des notes et avoir des informations. Le but du DPE, et il faut l'avoir bien en tête, il y en a deux. Le premier, c'est d'avoir un DPE qui soit le plus représentatif possible du bien. J'insiste sur ce point, je vous en parlerai petit à petit tout au long de la présentation. Donc, qu'il soit le plus représentatif possible du bien. Donc, la méthode 3CL qui est basée, par exemple, tous les biens sont indiqués comme chauffés à 19 degrés. S'il y a un système de refroidissement, on refroidit à 28 degrés, etc., etc. Donc, c'est une même base avec des calculs similaires. Ce seront les données d'entrée représentatives du bien qui vont différer et qui vont intervenir sur cette réglementation. Et non de son utilisation. Quand on est sur une méthode facture, on va être sur l'utilisation du bien. Eh bien, moi, j'ai froid en hiver, je préfère chauffer à 24, donc je chauffe à 24. Mes enfants sont partis, je ne chauffe plus le premier étage. Ça, c'est le représentatif de l'utilisation. Donc, exit les factures, exit cette façon de faire. Le deuxième élément, c'est de pouvoir comparer sur une même zone géographique et à une même altitude des biens qui sont semblables. Donc, finalement, entre une maison et une autre à un même endroit, est-ce qu'on peut les comparer? Oui, grâce à cette méthode de calcul, on peut les comparer parce que c'est fait de façon similaire. Le deuxième point d'évolution sur cette méthode de calcul, c'est la prise en compte de plus d'usage d'énergie. Jusqu'à aujourd'hui, on prenait en compte le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement. À partir du 1er juillet 2021, les calculs vont prendre en compte en plus les systèmes d'éclairage, mais aussi les auxiliaires. Les auxiliaires, ce sont les éléments qui font fonctionner le système de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de refroidissement et de ventilation. Donc, ça consomme de l'énergie pour faire fonctionner tous ces systèmes-là. Donc, on les prend en compte dans nos calculs. Donc, plus de choses prises en compte dans les calculs. Troisième point d'évolution. Donc, tout à l'heure, on parlait de plus de points, d'éléments pris en compte dans le calcul. On va avoir de façon générale une amélioration technique dans notre DPE. Donc, par exemple, et là, ce sont que quelques points parmi tant d'autres, l'apparition du confort d'été. Comment on se sent finalement en plein été sans système de refroidissement, bien entendu. La réverbération des vérandas, qui, en fonction de comment elle est réalisée, peut avoir un très fort impact sur notre bien. Les systèmes à énergie renouvelable qui sont pris en compte. Les modèles climat qui sont plus précis. Donc, on avait déjà des modèles climat qui existaient. Là, ce qui a été réalisé, c'est qu'on les a mis à jour. Donc, quand on parle de modèle climat, on parle des températures, on parle du modèle climat des différentes régions dans les 30 dernières années. Donc, on a mis à jour ces modèles climat pour qu'ils soient représentatifs de ces dernières années. La surface habitable à mesurer. Aujourd'hui, on va avoir l'obligation, sauf exception, mais l'obligation de faire un mesurage des surfaces habitables. Jusqu'à maintenant, on pouvait se baser sur des informations qui étaient données. Ce ne sera plus le cas. On va aller plus loin dans notre façon de faire pour améliorer nos calculs. Il y en a plein d'autres, des points d'amélioration technique sur les systèmes de chauffage, sur énormément de choses. Un autre point qui évolue, c'est le facteur de conversion des énergies primaires à l'énergie finale. On est encore à ce jour sur un facteur de 2,58. Au 1er juillet, on va passer sur un facteur de 2,3, ce qui va entraîner pour les DPE réalisés sur des biens chauffés à l'électricité une amélioration de l'étiquette énergétique.
Donc, pour vous expliquer un peu ce que sont ces énergies primaires et ces énergies finales, parce que ce n'est pas forcément évident, l'énergie primaire est l'énergie qui est créée, alors que l'énergie finale, c'est l'énergie qui est consommée. Quand on parle de gaz, de fuel, de bois, par exemple, on considère que ce qui est créé va être entièrement consommé. Le coefficient est donc égal à 1. Par contre, quand on parle d'électricité, on va avoir un facteur de 2,3 à partir du 1er juillet qui va intervenir, tout simplement parce que dans les câbles électriques, partout en France, entre le point de création de l'électricité et le point de consommation, en moyenne, dans ces câbles électriques, on a une résistance qui est mise en place et on considère que pour pouvoir consommer 1 kWh, il faut en créer 2,3. Il y a donc un intérêt à avoir une production électrique locale, par exemple les panneaux photovoltaïques. Le 4e point concerne la traçabilité des données d'entrée. La traçabilité des données d'entrée est un des points primordiaux dans ce nouveau DPE. Primordial, pourquoi? On va le voir en point 5. Ça aborde le point sur l'opposabilité. Toutes les données qu'on va rentrer dans notre rapport DPE, on va devoir indiquer comment on les a obtenues. 4 possibilités et uniquement 4 possibilités. Est-ce qu'on les a mesurées ou observées? On a mesuré la surface, on a observé le système de la chaudière, on a vu sa plaque, on a fait des recherches. Des documents justificatifs, parmi ceux acceptés réglementairement, la réglementation nous donne une liste finie de documents qui peuvent être utilisés. Voilà. Donc, à partir de cette documentation-là, on va pouvoir, ou non d'ailleurs, indiquer l'isolation d'un mur, la résistance d'un élément, d'une paroi, d'une ventilation, la résistance des systèmes de chauffage, par exemple. C'est une donnée publique qui est en ligne. Par exemple, on va aller chercher l'altitude sur cadastre.gouv.fr, on va aller chercher des informations sur le système de chauffage, on a la plaque signalétique, on va aller chercher les informations à ce sujet. Et si on n'a aucune de ces données d'entrée, de ces façons d'obtenir des données, alors on va obtenir la 4e façon de faire, c'est les valeurs par défaut. Les valeurs par défaut sont notre dernier recours, finalement. Sauf que les valeurs par défaut sont dépréciatives. Forcément, sont dépréciatives. Par exemple, un système collectif de chauffage, dans un immeuble collectif, il y a un système collectif de chauffage, on n'arrive pas à savoir si le système est au gaz, au fuel, si la chaudière a été changée récemment ou s'il y a eu des travaux ou s'il n'y en a pas eu. Eh bien, la valeur par défaut, par exemple, va être que l'énergie, c'est le fuel, par exemple. Ça va être indiqué également que la date de mise en place de la chaudière, c'est au moment de la construction du bien. Si on n'a pas d'information, on prendra la valeur par défaut et les valeurs par défaut sont données par la réglementation. On ne peut pas y toucher. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas se baser sur des données qui ont été données oralement, sur des déclarations qui sont faites par le propriétaire. Par exemple, si des travaux sont réalisés, on fait des travaux d'isolation par l'extérieur des murs par l'extérieur, ça a été réalisé en 2008. Si le propriétaire a des photos des travaux, par exemple, c'est accepté. S'il a des documents sur la facture, sur des documents techniques qui prouvent qu'il a réalisé ces travaux en 2008, on pourra les accepter. Par contre, si on ne peut pas voir cette isolation et si le propriétaire ne nous donne que l'information oralement qu'il y a des travaux qui ont été réalisés, on ne pourra pas les intégrer dans notre DPE. On ne pourra pas les prendre en compte. Donc, c'est très, très, très important de garder tous les documents possibles sur les biens et de les donner au diagnostiqueur immobilier pour qu'il puisse donner un DPE qui soit le plus représentatif possible, vraiment, du bien.
Donc, j'en parlais rapidement sur les bâtiments collectifs et les systèmes collectifs. La réglementation indique bien qu'il est obligatoire, qu'il y a une obligation du propriétaire du système collectif, de son mandataire ou du syndic de copropriété de fournir tout document technique décrivant l'immeuble. Alors que ce soit la description de l'immeuble par ses parois, ses menuiseries, que ce soit la description de ses équipements collectifs, de ses auxiliaires, de son mode de gestion, que ce soit sur les modalités de répartition des frais liés aux consommations énergétiques, il y a vraiment une obligation de remettre les informations. Donc, l'opposabilité, forcément, qui arrive au 1er juillet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un diagnostiqueur qui réalise un DPE est responsable de tout ce qu'il met dans son rapport. Donc, s'il y a des anomalies, forcément, on pourra revenir vers lui. Sauf que, pour le reste, et à ce jour, le DPE n'a qu'une valeur informative. Ce qui veut dire que le propriétaire donne uniquement une information via le DPE. Au 1er juillet, et via ce que je viens de vous indiquer juste avant dans le point 4, eh bien, le propriétaire, le syndic de copropriété, le notaire, l'agent immobilier, toute personne qui intervient dans l'acte de vente ou de location deviennent responsables des données d'entrée. Donc, qu'on y ait un document justificatif ou même qu'on n'en ait pas, par exemple par les valeurs par défaut. Plus on a de valeurs par défaut, on l'a dit, et moins l'étiquette sera représentative du bien. Donc forcément, chacun a une responsabilité quant à ces données d'entrée, quant à la fourniture d'informations sur ces données d'entrée. Le seul élément qui reste à valeur informative sont les recommandations. 6e point d'évolution, ça concerne les copropriétés, les DPE, immeubles et individuels. À ce jour, quand on vend ou on loue un appartement, par exemple, il est tout à fait possible, s'il y a eu un DPE sur l'immeuble, d'utiliser ce DPE à l'immeuble en direct. À partir du 1er juillet 2021, ce ne sera plus possible. Il faudra vraiment avoir un DPE de l'appartement en tant que tel. Première évolution par rapport à ce point. Le second point, ça va être la méthode de réalisation. Si on se retrouve dans un immeuble avec une gestion homogène, il y aura la possibilité, non pas de visiter tous les appartements, mais de visiter juste un échantillon d'appartements. De cet échantillon, on pourra en déduire le DPE de l'immeuble. Et de ce DPE à l'immeuble, on pourra en déduire les DPE aux appartements. Si la gestion n'est pas homogène, cet échantillonnage ne sera pas possible. Donc, l'échantillonnage n'est possible vraiment que dans des cas particuliers. S'il y a échantillonnage, votre diagnostiqueur indiquera dans son rapport quels sont les appartements qu'il a pris comme échantillon. Forcément, les choses peuvent changer d'un bien à un autre. Le 7e point, la 7e évolution qu'on considère, ce sont sur le nouveau rapport DPE. Là, vous avez la première page du nouveau rapport de ce que va ressembler le nouveau DPE. Quel que soit le diagnostiqueur par lequel vous allez passer, ce sera véritablement ça que vous aurez. Il faut savoir que ce DPE, ce nouveau rapport DPE a été créé par une entreprise de design et a été validé par un panel de 200 consommateurs qui ne sont absolument pas ni dans le monde de l'immobilier, ni dans le monde du bâtiment. Donc, finalement, ça a été créé par et pour le grand public. Pourquoi ? Tout simplement pour que les informations qui sont disponibles sur ce diagnostic soient le plus compréhensibles possible, simples de compréhension et d'utilisation possible. Donc, je vais vous le présenter sur les prochaines diapositives. Déjà, qu'est-ce que vous allez retrouver ? Première page, les informations les plus représentatives du bien. La présentation du bien, son adresse, le type, est-ce qu'il s'agit d'une maison individuelle, d'un appartement, sa photo, sa surface, par exemple. La consommation énergétique et l'étiquette sur les quantités de gaz à effet de serre rejetées. Donc,
vous pouvez voir, si vous avez l'habitude, si vous les connaissez bien, la consommation, l'étiquette énergétique a évolué et a un double seuil. Consommation énergie primaire et émissions de gaz à effet de serre. On en reparle au point 8 tout à l'heure. Juste avant de passer au prochain point, un exemple de la facilitation, du fait que c'est plus facile de lire CDPE, le gaz à effet de serre. Si vous arrivez à le lire, il est indiqué juste en dessous de cette étiquette. Par exemple, ce logement émet 7569 kg équivalent CO2 par an, soit l'équivalent de 39 222 km parcourus en voiture. On fait en sorte de rendre compréhensible ce qu'il y a dans le DPE. Donc, une étiquette gaz à effet de serre plus consommation d'énergie et une étiquette gaz à effet de serre. Guillaume en a parlé tout à l'heure, ce qui est dangereux pour nous, c'est les gaz à effet de serre. Donc, ça a été mis en avant. Ça a été d'autant plus mis en avant qu'avant. On donnera des exemples supplémentaires tout à l'heure. On y trouve la fourchette de prix avec les tarifs d'énergie, donc là, via le calcul de consommation et pas les factures réelles payées par les propriétaires. Et enfin, la présentation du diagnostiqueur immobilier. En page 2, on va trouver les informations sur la performance énergétique du bien. Comment est-ce qu'il se présente, comment est-ce qu'il réagit en hiver? Quelles sont les déperditions? Par où elles passent principalement? Quelle est la performance de l'isolation? Quel est le système de ventilation qui est mis en place? Quel est le confort d'été? Comment on se sent sans système de climatisation? Insuffisant, moyen ou bon? Ça n'a beaucoup être que des indicateurs, il n'empêche que ça a son importance, surtout sur le confort d'été et en connaissant les températures qu'on a eues ces dernières années. La production d'énergie renouvelable en place dans ce bien. On retrouve en page 3 la répartition des consommations énergétiques par système. On en a parlé en point 2, il existe maintenant 5 systèmes: chauffage, eau chaude sanitaire, refroidissement, éclairage et auxiliaire. Ils sont tous répartis, les dépenses sont toutes réparties. Et en tour en orange, je vous en reparlerai tout à l'heure, donc je vous le dis en avant immédiatement, les énergies finales, parce qu'on parle d'énergie primaire depuis tout à l'heure, les énergies finales sont indiquées en page 3, ici, à cet endroit. C'est vraiment important de l'avoir en tête où retrouver cette énergie finale. On retrouve les recommandations d'usage du bien. Et bien, tout simplement, par exemple, température recommandée en hiver, 19 degrés. Les calculs sont faits sur une base de 19 degrés. Les consommations qu'on vous donne sont sur une base de 19 degrés pour que les biens puissent être comparés les uns par rapport aux autres. On a une base commune. Cependant, si on chauffe à 19 plutôt qu'à 21, c'est 16% sur votre facture d'économiser, soit 390 € par an. Sachez que dans les calculs sont réalisés sur une base de 19 degrés, mais ils sont également réalisés sur une base de 21 degrés, ce qui fait qu'on a une consommation équivalente calculée pour pouvoir faire une comparaison des consommations. Donc, on a ça pour le chauffage, pour la climatisation et l'eau chaude sanitaire. Donc, vraiment, donner toujours une importance aux informations qu'on donne et que ce soit représentatif et compréhensible. En page 4, on va avoir une description du bien et des équipements avec l'information sur les isolations, comment ils se comportent et les recommandations de gestion et des entretiens des équipements réellement mis en place dans le logement. Vous allez avoir en point 5 et point 6 les recommandations. Donc, j'en reparle. Les recommandations sont toujours à titre informatif. Par contre, les recommandations sont divisées en 2 bouquets de travaux. Les travaux essentiels. Donc, les travaux essentiels, c'est ce qui nous permettent de quitter ces étiquettes F et G. On va le voir, les étiquettes qui vont être appelées passoires énergétiques. Comment on fait pour les quitter? Et si on n'y en est pas, comment on fait pour améliorer son bien facilement? Et les travaux envisagés, c'est les travaux qui nous permettent d'atteindre les étiquettes A et B. On en a parlé tout à l'heure avec Guillaume. D'ici 2050, normalement, l'objectif
est que tous les biens, et je dis bien tous les logements, soient soit A, soit B. Donc, un ensemble de travaux qui, ensemble, nous permettent de savoir vers où on va grâce à ces travaux. Enfin, sur la dernière page et les pages d'après, on va avoir l'annexe. L'annexe qui est la fiche technique du logement. Pour ceux qui lisent le DPE, vous savez que pour une méthode 3CL, on a une fiche technique. La fiche technique sur cette nouvelle méthode de calcul va aller plus loin. Elle reprend 3 à 4 informations. La première, c'est le descriptif du bien. Donc, la référence du DPE, la référence de la parcelle cadastrale, mais aussi l'invariant fiscal, par exemple, du logement. Le deuxième point consiste à indiquer quels sont les justificatifs qui ont été fournis pour établir le DPE. Qu'est-ce que le propriétaire a donné au diagnostiqueur, ou l'agent immobilier, ou le notaire, ou le syndic a donné au diagnostiqueur pour qu'il puisse faire son DPE le plus précisément possible. Tous les documents seront indiqués ici. Le troisième point est l'explication personnalisée sur les éléments pouvant amener à la différence entre la consommation estimée et la consommation réelle. Pour quelles raisons la consommation qu'on indique dans notre DPE est différente de la consommation qu'on a sur nos factures finalement. Donc, toutes les explications pourront être indiquées ici. La dernière partie, et je reprends le point 6 qui parlait de l'opposabilité. L'opposabilité va être possible via cette information, cet encadré orange indiqué ici, qui donne l'origine de la donnée. Pour chacune des données, et je dis bien chacune des données, qu'on parle ici, on est sur la généralité avec les altitudes, le nombre de niveaux, les surfaces habitables, comment on a su que le bien faisait 150 mètres carrés? Comment on a su que la hauteur moyenne sous plafond était de 2,50 m? Eh bien, on va écrire noir sur blanc comment on a su chacune des données. Là, on parle de généralité. Ça va être la même chose pour tous les planchers. Comment on sait le type d'isolation, le type de paroi, comment on sait que le système de chauffage est chauffé au gaz, par exemple, etc., etc., etc. Toutes les informations ont une origine de la donnée. Et finalement, l'engagement du propriétaire, de tout le monde, est indiqué ici. Donc, cette partie est extrêmement importante parce que finalement, l'opposabilité va être surtout sur les données d'entrée. Et tout le monde est responsable des données d'entrée. On a parlé jusqu'à maintenant de plusieurs points. Du rapport, on va parler maintenant des étiquettes en tant que telles et de ce qui va tourner autour de ce DPE, des conséquences qu'il va y avoir. Un premier point en tout cas. Déjà, dans le rapport, je vous en ai parlé rapidement, l'étiquette énergétique, la multicolore que vous voyez ici, a changé, va changer entre celle que vous connaissez à ce jour et celle que vous allez connaître. L'étiquette énergétique va regrouper à la fois l'étiquette énergie, donc l'étiquette que vous connaissez aujourd'hui qui est multicolore, plus l'étiquette climat, l'étiquette violette que vous connaissez aujourd'hui qui va devenir l'étiquette bleue, en kilogramme équivalent CO2. L'étiquette énergétique sera vraiment un double seuil, cet ensemble de deux valeurs, et donc, on va le voir dans la diapositive d'après, sera la représentation de la pire des deux étiquettes. D'où le fait que les rejets de gaz à effet de serre prennent de l'importance. 8e point, donc, la consommation énergétique excessive. La réglementation a évolué sur ce point, même a été créée sur ce point pour définir ce qu'était une consommation énergétique excessive. Finalement, qu'est-ce qui est défini comme étant une passoire énergétique? On en parle souvent, maintenant la réglementation l'a indiqué. Donc, la passoire énergétique est définie selon un double seuil énergie primaire, gaz à effet de serre rejeté, suivant l'altitude et la zone géographique. Si on a une consommation d'énergie primaire
supérieure à 330 kWh par mètre carré et par an, ou, et je dis bien ou, si on a une quantité de gaz à effet de serre rejeté supérieure à 70 kg équivalent CO2 par mètre carré et par an, finalement, si on se trouve dans la partie assurée ici, on va être considéré comme étant une passoire énergétique. Donc, vous le voyez, si par exemple on est à 350 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an, donc dans la partie F pour l'énergie primaire, et si on est à 60 kg équivalent CO2 par mètre carré et par an pour le CO2, soit la partie E, ben, le croisement de ces deux informations nous amène dans la partie F. C'est la pire des deux étiquettes qui prendra le pas et qui nous donnera l'étiquette énergétique. À savoir, à ce jour, on considère qu'il y a 4,8 millions de logements qui sont considérés comme étant des passoires énergétiques. Pour ne pas perturber le parc français, il a été décidé qu'on resterait à ce même nombre de logements comme étant des passoires énergétiques. Cependant, par rapport à tout ce que je vous ai dit précédemment, et via le fait que la méthode de calcul évolue, on va avoir une évolution dans le type de logements qui sont considérés comme des passoires énergétiques. Donc, ça nous amène à notre 9e point, les conséquences sur le parc immobilier. On va avoir un changement d'environ 800 000 logements. Il a été estimé que 800 000 logements allaient avoir une évolution avec la nouvelle étiquette énergétique par rapport à cet état de passoire énergétique. 800 000 logements allaient devenir des passoires énergétiques, en particulier des biens chauffés au fioul ou au gaz, donc des biens chauffés avec des énergies fossiles. Inversement, des biens qui sont aujourd'hui considérés comme des passoires énergétiques, 800 000 logements vont en sortir de cet état. Et ce sont en particulier les logements chauffés à l'électricité, via le fameux coefficient de 58 qui devient 2,3, et les logements qui sont chauffés au bois, qui sortent de cet état de passoire énergétique. Là, on parle, bien entendu, de cette frontière de passoire énergétique. Mais de façon générale, et sur les 36 millions de logements, il a été estimé que 60% des biens, des logements, allaient conserver la même étiquette. Ce n'est pas un petit impact, c'est quasiment un logement sur deux qui vont voir leur étiquette évoluer. Alors, de façon générale, d'évoluer de une étiquette. Plus, ce sera assez exceptionnel. Voilà. Notre dernier point sur ces évolutions concerne les dates de validité des diagnostics. Les DPE sont valables 10 ans. Ce sera toujours le cas avec la future réforme au 1er juillet. Cependant, il a été décidé que les DPE réalisés avant le 1er juillet 2021 allaient voir leur durée de validité diminuer. Tous DPE réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 auront une date de validité limitée au 31 décembre 2022. Deuxième phase, les DPE réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021, donc les DPE qu'on réalise encore à ce jour finalement, ont une durée de validité qui va s'étendre jusqu'au 31 décembre 2024. Ils pourront être utilisés jusqu'à ce moment-là. Donc, deux phases tout simplement parce qu'il faut que les ventes et les locations continuent. Il ne faut pas engorger les diagnostiqueurs sur une certaine période et limiter le nombre de ventes et de locations qui peuvent être faites avec les DPE. Donc, deux phases. Et pourquoi cette limitation? Tout simplement parce qu'il faut éliminer, il faut que les DPE vierges en particulier, les DPE factures, disparaissent rapidement pour avoir une étiquette sur tous les logements. Ce qui nous amène finalement à donner des recommandations. Certes, un DPE est valable pendant une certaine durée,
jusqu'à 2024, par exemple, jusqu'au 31 décembre 2024. Mais pour autant, est-ce que je dois conserver ce DPE ou est-ce qu'il vaut mieux le refaire? Alors, on va vous dire oui. Dans certains cas de figure, il va falloir, enfin, pas falloir obligatoirement, mais il sera recommandé en tout cas de les refaire. C'est le cas, par exemple, si votre bien est chauffé à l'électricité. Puisque l'étiquette va être améliorée, autant l'améliorer. Donc, autant refaire le DPE. C'est encore plus le cas si on se retrouve sur un DPE méthode facture ou vierge pour avoir une étiquette. Et donc, pour savoir où c'est qu'on en est, pour connaître le bien exactement, il sera recommandé de refaire le DPE. De façon générale, en tant que professionnel de l'immobilier et pour assurer votre devoir de conseil, il sera préférable de refaire le diagnostic. Pourquoi? Via tous les changements qu'on a expliqués jusqu'à maintenant et tout ce qu'on va expliquer à la suite, tous les impacts qu'il va y avoir sur le patrimoine. Par exemple, le fait d'avoir un bien qui est classé F ou G en 2023, puis 2028, etc., etc., on va avoir des restrictions de plus en plus importantes sur les possibilités de location. Donc, si vous avez un propriétaire qui achète pour mettre en location, en fonction du bien qu'il va acheter, s'il veut pouvoir le mettre en location, il va devoir faire des travaux, peut-être en fonction de son étiquette. Et donc, le devoir de conseil sera, si vous achetez ce bien, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire, mais si vous le mettez en location, sachez que d'ici tant d'années, vous aurez l'obligation de faire des travaux pour pouvoir continuer à le louer. Donc, on parle des dispositions de droit nouveau que confère l'opposabilité, on parle d'information du risque d'impossibilité de location future sur le double critère énergie et climat. On parle aussi de déclencher un audit énergétique si F ou G. On va en parler à partir des diapositives suivantes. Le DPE va influencer le patrimoine. La présentation ici qu'on va vous faire est dans l'ordre chronologique. Depuis le 1er janvier 2021, il y a déjà des impacts du DPE sur le patrimoine qui sont déjà appliqués et ça va s'étendre jusqu'au 1er janvier 2050 comme présenté par Guillaume tout à l'heure. Déjà, 1er janvier 2021, depuis cette date, dans certaines agglomérations, celles qui vous sont présentées sur la carte ci-après, l'augmentation des loyers n'est possible que si les 3 critères qui vous sont présentés ici sont respectés. Avoir un DPE qui a moins de 4 ans. On rappelle, le DPE a une durée de validité de 10 ans et pourtant, il est demandé par la réglementation d'avoir un DPE de moins de 4 ans qui est réalisé selon la méthode 3CL et qui indique que sa consommation en énergie primaire est strictement inférieure à 331 kWh par mètre carré et par an. Si au moins un de ces 3 critères n'est pas respecté dans les agglomérations, alors il y aura impossibilité d'augmenter les loyers. 1er juillet 2021, en plus de tout ce qu'on vous a présenté dans la seconde partie, donc l'évolution de la méthode de calcul, par exemple, on va avoir une évolution également dans les annonces immobilières. On va devoir indiquer pour tout type de bien, qu'on soit sur du logement, qu'on soit dans les dom-toms ou en France métropolitaine, ou qu'on soit sur des commerces ou autres, on va devoir indiquer sur toutes les annonces à la fois l'étiquette énergie et l'étiquette climat. Donc, double indication. Qu'on soit sur un DPE réalisé à partir du 1er juillet 2021 ou qu'on soit sur les DPE avant. Toute annonce, quelle qu'elle soit, doit indiquer les 2 seuils, les 2 informations. 1er janvier 2022, toujours pour les annonces immobilières, mais cette fois-ci en lien uniquement avec les logements. 2 arrivées sur ces annonces. Annonce, acte de vente, baux de location. Si on est en étiquette F et G, il sera indiqué sur les annonces, en particulier, mais également acte de vente et baux de location, logement à consommation énergétique excessive. Ça va avoir forcément un impact.
Il y aura également l'indication des dépenses théoriques annuelles sur les annonces immobilières des logements en France métropolitaine. Voilà. Donc, dépenses théoriques indiquées sur les annonces. Donc, 1er janvier 2022. Ces étiquettes F et G, forcément, va avoir un impact, toujours, de plus en plus, vous allez le voir. 1er janvier 2022, si la consommation d'énergie primaire est supérieure ou égale à 331 kWh par mètre carré et par an pour un logement, il faudra réaliser également, en plus du DPE, un audit énergétique. On rappelle, le DPE est opposable, mais n'a qu'une valeur informative sur les recommandations. L'audit énergétique va nous permettre d'aller plus loin, va nous permettre d'indiquer précisément quels travaux seront à réaliser pour pouvoir quitter en particulier ces étiquettes, mais pour aller plus loin. L'audit énergétique sera obligatoire. Ce ne sera pas une option, ce sera obligatoire. Donc, de plus en plus de contraintes. 1er janvier 2023. Depuis 2002, un bien pour pouvoir être loué, un logement pour pouvoir être loué, doit être décent. Au 1er janvier 2023, un critère supplémentaire s'ajoute au critère de décence, qui sera la consommation en énergie. La consommation en énergie finale devra être inférieure ou égale à 450 kWh d'énergie finale par mètre carré et par an. Si elle est supérieure à ce seuil, on considérera que le bien ne pourra pas être loué parce qu'il ne sera pas décent. Donc, vous voyez, quand on parlait tout à l'heure de devoir de conseil, de refaire le DPE, même si on n'est pas arrivé au 31 décembre 2024, il est peut-être que pour des cas pareils, qu'en fonction de l'objectif de votre client, le louer, par exemple, l'acheter pour le louer, et peut-être qu'il faudra le refaire, ce DPE, justement pour connaître ce type d'indication. 1er janvier 2025, et ça pour le moment c'est en cours de discussion au Parlement, c'est la loi climat et résilience qui indiquerait que ce 450 kWh d'énergie finale par mètre carré et par an deviendrait 450 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Ça aurait un impact sur les logements qui sont chauffés à l'électricité. Donc 2023, 2025, 2028 maintenant. On arrive à 2028, qui est une période importante où il a été créé par la loi énergie et climat un seuil maximal de consommation énergétique fixé à 330 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an pour les logements. Si vous êtes au-dessus de ce seuil, vous ne pourrez pas louer le bien immobilier. Donc, important. Finalement, quel est le but de tout ça? Le but de tout ça, c'est de réaliser des travaux. On en a parlé avec Guillaume. Plus tôt on fait les efforts pour diminuer la quantité de gaz à effet de serre rejeté, et moins importants devront être nos efforts. On a des objectifs et il faut qu'on y arrive petit à petit. Donc, ça, c'est un gros point, 2028, ce fameux F et G. Donc, si les 4,8 millions de logements qui sont considérés F et G font des travaux, on estime qu'il y aura une diminution des émissions de gaz à effet de serre de façon nationale de 14 mégatonnes CO2 par an, 3% du bilan carbone national. Cet objectif de 330 est reporté au 1er janvier 2033 pour toutes les copropriétés qui ont des problématiques de gestion. 1er janvier 2028, toujours. On a parlé donc de ce seuil maximal. Forcément, ça va s'écrire également dans les annonces immobilières. Donc, annonce immobilière, acte de vente et baux de location, indication sur ces étiquettes du non-respect de l'obligation. On passe de la consommation excessive à un non-respect d'obligation. 1er janvier 2034. C'est une proposition, à nouveau, mais c'est important de vous les indiquer, qui indique que cette interdiction de seuil, F et G, on va y rajouter en plus la lettre E. Vous voyez, petit à petit, on réduit les champs.
interdiction de location des logements qui soient E, F ou G. Tout ça pour arriver à 2050, tous les logements devront avoir fait des travaux de rénovation pour atteindre les étiquettes A ou B, pour respecter les normes bâtiments basse consommation. On rappelle, aujourd'hui, 3% du parc français, du parc de logements français, sont A ou B. 2050, on devra être à 100%. Vous trouverez ici un petit synoptique qui reprend toutes les informations que je vous ai indiquées sur cette troisième partie. S'il vous intéresse, si cette information vous intéresse, si ce document vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les diagnostiqueurs Diagamter les plus proches de chez vous. Ils pourront vous donner ces documents ou ils pourront vous faire des présentations telles que celles qu'on est en train de vous faire actuellement. Je laisse la main maintenant à Mehdi, notre community manager, pour les questions, pour toutes les questions qui ont pu être posées tout au long de cette présentation. Merci Aurélie, bonjour à tous. Je vous remercie d'abord pour votre attention. Je remercie aussi Aurélie et Guillaume pour leur bonne intervention. Nous allons donc maintenant répondre à un certain nombre de questions. Nous allons essayer de toutes les traiter si nous avons le temps, bien évidemment. N'hésitez pas à nous en envoyer d'autres. Nous pourrons vous réorienter vers un de nos diagnostiqueurs, comme Aurélie vient juste de le mentionner. Donc, la première question qui nous a été posée, est-ce que les diagnostics faits avant le 1er juillet doivent être refaits au 1er juillet? Donc non, pas nécessairement. Ils sont encore valables, en fonction de quand ils ont été faits, ils sont encore valables un certain temps, 31 décembre 2022 ou 31 décembre 2024. Mais comme indiqué, il peut être opportun dans certains types de cas de le refaire quand même. D'accord. La deuxième question qui est un petit peu dans la même direction. Pour les biens actuellement en vente sur l'ancien modèle du DPE, avec une signature notaire après le 1er juillet, devons-nous refaire ce DPE dans ce cas? C'est pareil. Finalement, c'est la même perspective. Il est encore valide pendant un certain temps. Il a été par exemple fait au mois de mai, de juin 2021. Il reste valable, utilisable jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, excusez-moi, Aurélie, je voulais compléter sur le devoir de conseil, puisque sachez que de ce point de vue-là, à la fois la FNAIM a pris position, on a échangé également avec le Conseil supérieur du notariat qui prend des positions. En fait, qu'est-ce qu'il apparaît, c'est que réglementairement, effectivement, un DPE qui aura été fait il y a 6 mois ou 1 an peut parfaitement être utilisé réglementairement pour une vente qui aurait lieu au mois de septembre. Par contre, pour le professionnel de l'immobilier, qu'il s'agisse du notaire ou de l'agent immobilier, la position, et je vous renvoie vers vos chambres professionnelles, est plutôt de pouvoir être attentif à une obligation d'un devoir de conseil. Parce que vous signez un acte au mois de juillet ou au mois de septembre. En tant que professionnel, vous ne pouvez pas dire que vous méconnaissez la réglementation sur le DPE. Aurélie vous a dit que 40% des biens vont avoir leur étiquette DPE qui a changé. Si vous ne parlez pas de ce point-là à votre client, s'il achète un bien, mettons qui est classé aujourd'hui E, et puis s'aperçoit à l'occasion d'une revente ou d'une mise en location à partir, je sais pas, du début de 2022, que le bien est classé F dans le nouveau DPE, il pourra à ce moment-là venir vous rechercher au titre du devoir de conseil en disant j'ai certes acheté un bien qui était classé avec un DPE, mais il apparaît que dans le nouveau système, il était F. Vous auriez dû savoir qu'il y avait ce risque-là. Vous ne m'avez pas conseillé, donc je vais vous chercher en responsabilité pour défaut de conseil. En refaisant un DPE, finalement, le client peut lui dire votre DPE aujourd'hui est classé E, mais sachez que dans le système qui s'applique à partir de maintenant, il est classé F et G, ça veut dire qu'il n'a pas vocation par exemple, à être utilisé pour la location à partir de 2028. Donc, comme la recommandation qu'on vous fait, et en tout cas nous, c'est le discours que la profession tient
je parle du diagnostic auprès de ses clients, c'est ceux qui ont des DPE qui ont été faits il n'y a pas très longtemps. La recommandation, c'est de refaire le diag. Si vous faites votre recommandation par écrit et que le client veut absolument utiliser son DPE et qu'il est valide, il pourra le faire. Mais moi, le conseil que je vous donne, c'est notifiez, écrivez votre recommandation à votre client pour ne pas vous trouver demain mis en cause par défaut de conseil auprès de clients qui viendront toujours bien sûr chercher à trouver des gens qui vont indemniser. Donc, validité, oui, mais avec cette précaution de dire informer les gens du fait que les étiquettes vont bouger. 40% du parc qui bouge, ça mérite quand même de se questionner. Alors, c'est vrai que si le bien, si vous avez un DPE qui est classé A ou B, vous pouvez l'utiliser. Par contre, si vous êtes sur des zones DE avec un chauffage électrique ou un chauffage fuel, là, le conseil que je vous donne, c'est faites-le refaire. Merci, Guillaume. Nous allons passer à la question suivante, qui va intéresser, je pense, beaucoup de monde. Est-ce que le prix du DPE va beaucoup augmenter de ce fait? Alors, je vais également prendre cette question, puisque cette question a fait l'objet de discussions à la fois au sein de notre réseau, il l'a fait au sein de la Chambre des diagnostiqueurs. On en a également parlé avec le ministère des Finances et Madame Vargon, puisque tout l'intérêt du DPE, c'est d'avoir une sorte d'audit énergétique pour un prix acceptable. Alors, pour le ministère du Logement, un DPE dans la nouvelle réforme, pour un bien de type T3, T4, devrait se situer autour de 200 € TTC. Alors, je rappelle que le prix du diagnostic est libre, hein, il n'est pas réglementé. Donc, quand je dis ça, vous trouverez des gens qui font des diagnostics à 250 €, d'autres qui en font peut-être à 170, etc. Ce qu'on constate quand même aujourd'hui, c'est que, comme Aurélie vous l'a dit, à la fois on a un travail de collecte de documentation et de mesurage, je parle notamment de la surface, qui fait qu'il y a à peu près 20% de temps de travail en plus. Et ces 20% de temps de travail en plus, à un moment donné, ont vocation à se retrouver sur le prix. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une espèce de consensus qui se fait au sein de la profession pour dire que oui, le prix du DPE devrait s'apprécier de 15-20 points. Et après, c'est le marché qui donnera sa loi. Mais en toute logique, le DPE devrait voir son prix s'apprécier un peu. Sur un DPE qui coûte aujourd'hui 150 €, s'il prend 20%, il va passer à 180. Je pense que le marché peut absorber ça. Méfiez-vous, par contre, des gens qui vous donnent des DPE pas chers, parce que vu la masse de travail qu'il y a à faire, derrière pas cher, il y a parfois des impasses qui sont effectuées et vous embarquez du risque sur vos ventes. Ce n'est pas dire qu'un DPE doit être cher, mais il y a des niveaux de prix qui vont en tout cas vous alerter sur le sérieux de vos opérateurs. Donc, petite hausse tarifaire à attendre. Merci. Merci, Guillaume. Nous avons une question suivante. Donc, dans la présentation, nous avons évoqué la qualité des matériaux d'isolation et l'obligation de fournir les factures. S'agit-il de factures de matériaux ou d'artisans RGE? Aurélie, je vous laisse répondre. Oui. Alors, les factures, ce sera en fonction de ce qu'on va réussir à avoir. En gros, il faut arriver à faire en sorte que les factures soient reliées au bien immobilier d'une façon ou d'une autre. Si on nous fournit uniquement le descriptif d'un matériau sans arriver à le relier au bien, on n'aura jamais la certitude que, en effet, l'isolation dont on nous donne le document, c'est bien l'isolation qui est mise en place. Par contre, si c'est une indication de l'artisan qui l'a mise en place, il y aura indiqué ici non seulement l'isolation qui a été mise en place, mais aussi l'adresse où ça a été mis en place. Donc, ce n'est pas seulement le document sur l'isolant, mais c'est surtout la facture de pose, finalement, avec les informations qu'on peut trouver. Merci. Une autre question très intéressante. Quelles sont les conséquences de l'opposabilité exactement pour toutes les parties? Donc, le diagnostiqueur, le mandataire, le vendeur. Alors, j'ai répondu en chat à cette question. Vous l'avez bien compris qu'avant la réforme, on pouvait prendre le diagnostiqueur, finalement, pouvait accepter des réponses du propriétaire. Alors, il avait bien sûr déjà l'obligation de faire un certain nombre de repérages. Un DPE ne se fait pas à une table de cuisine, en questionnant un propriétaire. Un DPE se fait en visitant le bien, en allant voir les ponts thermiques, en allant voir la chaudière, etc.
Et je vous dis ça parce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le prix. Un DPE fait en 20 minutes avec un ordinateur dans un canapé, normalement, ça n'existe pas. Alors, dans la nouvelle réforme qui entre ici, chacun est responsable de l'information qu'il va communiquer. Si le propriétaire nous donne des documents qui sont des faux ou qui ne sont pas les bons, ça sera sa communication, il sera responsable. Le diagnostiqueur qui aura fait une erreur de relevé, il sera responsable. Si par exemple il s'est trompé de 30 mètres carrés sur la surface, s'il n'a pas vu certains éléments, ça sera sa responsabilité. Mais tous les éléments documentaires, tout ce qui va être communiqué par les tiers, que ce soit les propriétaires ou les gestionnaires de biens ou les syndics, c'est de leur responsabilité de nous communiquer les bons documents. Et donc, là, chacun engagera sa responsabilité. Le schéma général, c'est que le DPE, jusqu'à cette réforme, dans les textes, était fourni à titre de simple information. Ça s'est en place depuis le DPE qui est entré en vigueur en 2006. Là, il quitte ce statut de simple information. Il devient opposable, c'est-à-dire qu'il devient un élément substantiel du recueil du consentement, que ce soit pour l'achat ou pour la location. Alors, par le passé, il y avait déjà des contentieux et on a vu des recherches en indemnisation au titre de la responsabilité civile professionnelle du diagnostiqueur, parce que l'acquéreur ou le locataire qui recevait un bien avec une consommation qui était totalement déconnectée de son DPE subissait un préjudice. Donc, ça existait avant, ça existera encore. Mais dans la recherche de l'origine du préjudice, on ira chercher d'où vient cette erreur. Est-ce qu'elle vient de l'erreur de relevé du diagnostiqueur, de la manière dont il a fait son DPE, ou est-ce qu'elle revient d'un mauvais document, auquel cas, chaque partie qui aura produit de la documentation et des éléments sera responsable sur la recherche de l'indemnisation du préjudice. Merci Guillaume. La question suivante concerne les professionnels. Si mes clients ont fait le diagnostic mi-juin, devront-ils les refaire au 1er juillet? On a déjà un peu abordé. C'est ce qu'on a un peu traité tout à l'heure, c'est-à-dire que si on les fait mi-juin, bien évidemment que réglementairement, ils pourront le faire. Si le bien est classé A, B ou C, je pense que vous pouvez vous exonérer de refaire le diag. Si vous êtes en D, E, F, par exemple, si vous avez un chauffage électrique, vous savez que le coefficient qui est passé de 2,58 à 2,3 va améliorer. Donc finalement, pour réaliser sa vente, on a peut-être intérêt à refaire le DPE qui amènera finalement une note qui sera plus favorable. Voilà, donc moi je pense que tout ça, je reviens à ce que j'évoquais sur le devoir de conseil et puis des questions de bon sens. Chauffage au fioul, vigilance. Chauffage électrique, vous pouvez améliorer. Donc, dans tous ces cas de figure, sauf si l'étiquette est vraiment bonne, auquel cas, je pense que vous pouvez vous en exonérer. Si vous êtes dans une étiquette moyenne ou assez dégradée, moi, mon conseil, c'est de refaire le DPE. Après, à vous aussi d'avoir peut-être une discussion avec votre diagnostiqueur. Si votre diagnostiqueur a fait le DPE il y a 15 jours, refaire le DPE, il connaît le bien, il peut peut-être vous faire une offre qui fait que le fait de refaire le DPE sera facturé un peu moins cher que sur un bien qu'il ne connaît pas et dont il fera la découverte. Mais ça relève de la discussion commerciale avec votre diagnostiqueur. Très bien. Donc, pour une résidence secondaire, donc sans moyen de chauffage, comment se réalise le DPE? Aurélie, elle est pour vous celle-ci, mais je pense qu'elle est assez simple. Alors, il existe des exceptions à la réalisation des DPE. Ils sont tous listés dans un article, l'article R 134-1 du Code de la construction et de l'habitation. Et sans système de chauffage, il n'y a pas de DPE. Le DPE est basé sur la déperdition énergétique. Donc, s'il n'y a pas d'énergie consommée, il n'y a pas forcément il n'y a pas de DPE non plus. Voilà. Donc, on est sur une exception à la réalisation du DPE. Donc, pas de DPE du tout. Et pour l'année secondaire, Oli, je parle sous votre contrôle. Si le bien est occupé moins de 4 mois par an, je crois qu'également, donc les logements qui sont loués de manière saisonnière, 2 mois en été, inoccupés le reste du temps, vous êtes exempté de la même façon que la cheminée à foyer ouvert, comme ça le système de chauffage, ne rentre pas dans le champ du DPE. Ce sont d'autres exceptions, en effet. Il nous reste encore quelques pour répondre à toutes ces questions, sur ces questions précises qui sont pertinentes. Contactez votre diagnostiqueur, il doit vous répondre. Il nous reste encore quelques minutes pour prendre et répondre à quelques questions. Est-ce que le DPE location et vente seront identiques?
Alors, le DPE, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Il n'existera plus un DPE 6.1 ou 6.A et 6.2 ou 6.C ou 6.2, 6.B. Ça n'existera plus. Ce sera un DPE existant. Donc, qu'on soit sur de la vente ou de la location, et de toute façon, on sera sur une même méthode de réalisation du DPE, quelle que soit l'année de construction ou le type de système de chauffage, ce sera le même DPE. Voilà. Les seules petites différences apparaîtront vraiment, ce seront des détails sur le rapport, qu'on soit sur un appartement, une maison, un immeuble, parce que en fonction des éléments, par exemple le confort d'été ou des choses de ce type pourront ou ne pourront pas être indiquées. Voilà. Mais sinon, il n'y aura plus de différence entre DPE vente, DPE location. Ça n'existera plus, c'est DPE existant, DPE des logements existants. Une question, Aurélie, que je pose pour la salle, c'est que c'est une question qu'on nous pose assez souvent. La même question sur la relation entre un DPE neuf et un DPE vente. J'achète dans le cadre d'un investissement un appartement auprès d'un promoteur, il y a un DPE neuf. Est-ce que je peux le réutiliser? Est-ce qu'il faut le refaire? Quelle liaison j'ai aujourd'hui avec mon DPE vente? En effet, ce sera tout à fait possible d'utiliser un DPE neuf dans le cadre d'une vente ou d'une location. Donc, le DPE neuf, et vous le verrez, alors là, vous n'avez pas l'exemple, je ne vous ai pas montré dans le rapport présenté, mais ce sera écrit dans cette première page DPE neuf. Là, vous avez écrit logement, si vous voyez en tout petit, écrit logement, il y aura écrit DPE neuf. Voilà, c'est une des seules choses que vous allez voir. Également, il n'y aura pas de recommandation dans les rapports des DPE neuf. Mais sinon, un DPE neuf est utilisable dans le cadre d'une vente ou d'une location. Sera utilisable dans le cadre d'une vente ou d'une location. Très bien. Je vais encore poser deux petites questions. Donc, si le diagnostiqueur ne peut pas accéder au comble ou à l'isolation du toit, quelle valeur va-t-il prendre? Alors, j'ai répondu à cette question et en fait, c'est un peu ce qu'on a montré jusqu'à maintenant, ce qu'on a expliqué. On est obligé de tracer les données. Et plus loin que tracer les données, récupérer les données. La récupération des données ne se fait que de 4 façons. Soit des données en ligne, soit parce qu'on l'a vu ou observé. Donc, par exemple, dans ce cas, ce ne sera pas possible. Documents justificatifs parmi ceux acceptés réglementairement. Donc, apparemment, ce ne serait pas possible là non plus. Si on n'a pas ces 3 cas de figure, ce sera une valeur par défaut. On indiquera valeur par défaut. N'a pas pu accéder. Voilà, je crois que dans ces cas-là, la possibilité d'accéder à la partie à visiter sera mentionnée dans le rapport pour pas qu'on vienne rechercher en responsabilité le diagnostiqueur sur le fait qu'il n'a pas pu accéder à cette partie-là. Très bien. Bon, dernière question que nous allons traiter pour aujourd'hui. Lorsque les mesures sont effectuées au moment du DPE, pourront-elles servir et être utilisées pour la superficie Carrez? Alors, attention à un point, quand on parle de surface habitable, quand on parle de surface dans le DPE, on ne parle que de surface habitable. La surface habitable n'a pas la même réglementation que les surfaces Carrez. Donc, non, on ne pourra pas utiliser une surface habitable pour une surface Carrez. Ce ne sera pas possible. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas équivalent. Très bien. Merci beaucoup, Aurélie et Guillaume, pour avoir répondu à ces questions. Si nous n'avons pas eu le temps de répondre à toutes vos questions, je vois qu'il y en a eu encore une 45 questions à peu près qui ont été posées pendant que nous étions en train de répondre aux questions. N'hésitez pas donc à vous rapprocher d'un diagnostiqueur immobilier le plus proche de chez vous. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur notre site internet pour localiser justement et prendre rendez-vous avec un diagnostiqueur. Je passe maintenant la main à Guillaume qui va nous faire la conclusion de ce webinaire. Merci à tous. Écoutez, merci Mehdi, merci Aurélie, merci à tous d'avoir été présents pendant ce webinaire. Votre temps, ça fait à peu près 1h20 que nous sommes ensemble, donc je ne vais pas être trop long. Vous l'avez compris, parce que j'ai dit en propos introductif, l'enjeu au-delà du DPE, c'est qu'en tant que nous diagnostiqueurs, vous professionnels de l'immobilier, notaires, agents immobiliers, gestionnaires de biens, et aussi en tant que particulier, on est tous vraiment partie prenante d'une problématique qui est celle de lutter contre le climat. Comme on l'est aujourd'hui tous partie prenante pour lutter contre le Covid.
en respectant les gestes de distanciation, en se faisant vacciner. Nous sommes solidaires. L'enjeu, vous l'avez compris, c'est d'éviter quelque chose qui serait absolument catastrophique. Ça serait une planète qui deviendrait inhabitable. Il y a des hypothèses aujourd'hui qui disent, par exemple, qu'en Mandchourie, en Chine, il y a plus de 100 millions d'habitants qui sont dans une zone qui est déclarée inhabitable. C'est éviter des migrations de population. Et donc, par rapport à ça, ce sont des gestes du quotidien. Il n'y aura pas de grand soir pour lutter contre ça. Ce sont des gestes du quotidien qui touchent nos modes de transport, notre façon de consommer, notre habitation, notre façon de manger. Tout ça, ça va se faire au quotidien. Ça mènera des changements. Le DPE, finalement, est un de ces pas, d'où les propos, et je les remercie vraiment très fortement, de Jean-Marc Torolion à la FNIM, parce qu'on sait bien que ces obligations réglementaires viennent perturber les opérations entre les vendeurs, les acquéreurs, les locataires, mais les professions immobilières, comme le monde du bâtiment, est mobilisé parce qu'on a compris que l'enjeu dépasse les intérêts particuliers des professionnels. Il y a un enjeu de société qui est très très fort. Alors, pour cette raison, le réseau des Gamter est engagé dans une politique RSE. Donc, on essaie, nous aussi, dans nos activités, de réduire l'empreinte carbone. On s'est aussi préparé de manière très, très forte. La profession travaille depuis plus de 2 ans avec le ministère pour aboutir à cette réforme. Gageons que le 1er juillet, tout le monde sera prêt. Il y aura peut-être des petits moments de tension sur les premiers jours. Ce que je peux vous dire pour le réseau Gamter, c'est que nos 250 techniciens sont formés, sont prêts depuis près de 3 semaines, que nous avons des logiciels, nous avons les outils de communication, nous sommes impatients, nous sommes enthousiastes et je vous invite tous à venir suivre nos actualités sur les réseaux sociaux, likez, retweetez, reprenez, venez voir nos actualités sur notre chaîne YouTube, refaites partager ce webinaire, venez à la rencontre de nos diagnostiqueurs lorsqu'ils ne font pas, soyons tous des militants enthousiastes et actifs pour réduire l'empreinte carbone du bâtiment, parce que c'est ce que je dis systématiquement, le DPE, c'est bon pour la planète. Merci à vous, merci de votre attention, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Merci à tous. Bonne journée.